René, tu vas accueillir Sylvie Verrette pour son film Stella est amoureuse. À toi, René. En effet, alors bienvenue. Bonjour, bienvenue, merci. Bonjour. Ce film est donc une suite du film Stella que vous aviez réalisé en 2008, si je ne me trompe. C'est ça. J'aimerais bien que vous disiez ce qui vous a motivé pour faire cette suite, fort réussie d'ailleurs. Alors, donc c'est une suite, mais puisqu'on suit la même petite fille qui s'appelle Stella, qui a 11 ans dans le premier, et là, dans celui-là, elle est en terminale, et elle passe le bac. Mais on n'est pas obligé d'avoir vu le premier pour voir le deuxième. Et ce qui m'a motivé, en fait, l'histoire du premier, c'était une petite fille qui venait d'un milieu très populaire, qui a grandi dans un café, et qui rentrait dans un lycée parisien, et qui découvrait la culture, le monde, un nouveau monde qui s'ouvrait à elle. Et là, Stella est amoureuse, elle est en terminale, elle pense qu'elle s'est intégrée, elle a rattrapé sa culture, elle a des copines d'un bon milieu, etc. Et en même temps, son milieu la rattrape, et au même moment, ses parents divorcent, et elle découvre les boîtes de nuit, ce qui fait beaucoup pour une année de bac. Voilà, donc ça c'est l'histoire de Stella est amoureuse. Et ce qui m'a motivée, c'est en fait, de prendre un peu le pouls de la jeunesse d'aujourd'hui, qui entre le Covid, le climat, etc., a des perspectives d'avenir un peu floues et un peu angoissantes. Et c'est une génération qui a le monde à réparer. Et moi, dans mon cas, c'est un peu autobiographique. J'avais une place à trouver parce que la place que m'avaient assignée mes parents, j'en voulais pas vraiment. Et j'avais pas non plus la place de mes copines. Et je trouve que les adolescents aujourd'hui, comme ils ont le monde à réparer, ils ont une place à se faire, en fait. Et que je trouvais que c'était bien. Enfin, ça me motivait. Enfin, j'avais envie de parler de faire le lien entre ces deux générations. Oui, donc vous dites dimension autobiographique. Donc, vous vous identifiez avec ces jeunes femmes. Oui, c'est-à-dire leurs problèmes et les vôtres, ce que vous aviez quand vous aviez leur âge, ne sont pas très différents. Non, en fait, il y a quelque chose qui est éternel, c'est l'adolescence. Donc, et avec ce film, en fait, j'ai essayé d'être vraiment dans la tête d'une jeune fille de 17 ans. C'est-à-dire pas en surplomb comme une adulte, en me disant « Ah, voilà comment pensent les ados », mais vraiment être dans sa tête. Et pour ça, j'ai écrit avec mon fils. On y reviendra. Ouais. Voilà, donc ce qui fait que voilà, il a un regard sur le monde d'aujourd'hui. Et... voilà, donc c'est assez intemporel, en fait, l'adolescence, c'est l'adolescence, quoi. Bien sûr. Alors, puisqu'au fond, Stella, c'est quelqu'un qui se cherche, qui cherche à se connaître pour s'orienter dans la vie. Oui. Il y a une vraie dimension philosophique, là, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'à la fin, elle a trouvé sa voie ? Pas vraiment, mais ça se précise, mais surtout elle a passé des épreuves, c'est-à-dire qu'elle a eu son bac, je spoil, et donc en fait elle a passé des épreuves, c'est-à-dire qu'elle a pu s'interroger sur qui elle était, est-ce qu'elle voulait vraiment, c'est-à-dire très tôt elle a su qu'elle voulait pas être serveuse, comme l'a préparé ses parents, et elle s'est identifiée à ses copines, elle a pris leur manière de parler, mais en fait à l'adolescence, à 17 ans, elle se dit c'est pas vraiment non plus elle, ce qu'elle est vraiment, et donc c'est le moment qu'elle choisit pour s'interroger sur ce qu'elle veut, elle vraiment, et quelle est sa place. C'est aussi l'histoire d'une émancipation féminine. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que vous faites bien jouer au baccalauréat le rôle qui est devenu le sien. C'est pas un examen difficile à réussir, mais c'est un rite de passage. C'est complètement un rite de passage, oui. Et ça l'était encore plus à mon époque parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu plus... Enfin, la période de flottement sur... en fait, quand on est ado et plus jeune, voilà, on est sur des rails, c'est l'école, et puis hop, il y a le bac, et après il y a un énorme gouffre, qu'est-ce qu'on fait en fait? Et j'ai l'impression que pour les générations d'aujourd'hui, c'est après le bac. Moi, ce gouffre-là, je l'ai entrevu pendant l'année du bac. Pendant l'année du bac. Ouais. Voilà. Alors, je reviens sur que vous avez abordé ça déjà, mais j'aimerais creuser un peu. Visiblement, c'est ce que dit le générique et ce que vous venez de confirmer. Vous avez travaillé à quatre mains. Il était donc important pour vous d'avoir un complément de point de vue, le point de vue de quelqu'un d'autre sur cette époque. Non, sur l'époque, c'est comme c'est un film un peu autobiographique, en fait l'époque je l'avais en tête complètement. C'était la vôtre. Oui. C'est la mienne, voilà. Les événements, les péripéties, la dramaturgie, je l'avais. Non, ce que j'avais envie, c'est vraiment être collé à l'énergie de quelqu'un de plus près de ses 17 ans. Mon fils, il avait 24 ans. Voilà, donc de retrouver cette énergie, d'être sûr de retrouver l'énergie de cette jeunesse-là, en fait. Voilà. Pour être vraiment dans la tête d'une ado et pas une adulte qui se dit comment on pense. Ouais. Voilà. Oui, et peut-être il y a aussi une question de langage. Complètement. Parce que les ados ne parlent pas comme nous. Oui, mais en même temps, par exemple, pour toutes les jeunes filles, enfin le groupe de copines, etc., et les ados qui jouent dans mon film, je leur répétais pas que c'était un film d'époque.
C'est-à-dire que voilà, l'époque était marquée par la musique, les vêtements, les voitures, etc. Mais Le pour décor, elle, oui. le décor, mais pour elle, c'était pas dans un film d'époque parce qu'en fait, toutes les thématiques, en fait, c'est des choses qu'elles étaient en train de vivre. Il y en a qui sont tombés amoureux sur le tournage. Enfin voilà, il y a toutes les thématiques de l'adolescence. Et la seule chose qu'elle n'avait pas le droit, c'est de rajouter des mots d'aujourd'hui. Genre frère, gros, tout ça, là. Donc ça, elles n'avaient pas le droit. Donc ça, vous avez raison, c'est important le langage. Voilà. Ouais. Mais L'authenticité du l'authenticité langage. du langage adolescent. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Alors justement, c'est ce qui me... Il y a quelque chose là qui est très intéressant. Est-ce que par rapport à ça, cette histoire de maintenir une authenticité linguistique, est-ce que vous avez été très directive avec elle ou est-ce que en même temps, il y a une place à l'improvisation? C'est compliqué. Oui, il n'y a pas vraiment de place à l'improvisation au niveau du dialogue. Mais en fait, c'est plutôt... Le thème du film, c'est un film qu'on pourrait plutôt se dire c'est un premier ou un deuxième film, le moment où on aborde voilà, une sorte d'autobiographie sur l'adolescence. Et comme c'est pas ni mon premier ni mon deuxième film, en fait, l'expérience fait que j'ai appris à laisser beaucoup de liberté à mes comédiens, sans me dire que je suis pas une vraie réalisatrice. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que quand on commence, on se dit, voilà, je suis réalisatrice, donc on est un peu directive. Et là, c'était plus leur laisser... Enfin, le fait qu'elles oublient les caméras, qu'elles se sentent bien. Donc ça passe pas par l'improvisation au niveau des mots, mais plus des placements, une sorte de liberté, et le fait qu'elles se sentent bien sur le tournage. Et donc, est-ce que ça a impliqué de nombreuses de scènes à répéter de nombreuses fois ou... Pas vraiment. En fait, et puis en plus, j'ai tourné avec 2 caméras, Oui. donc ce qui laisse pas mal de souplesse. C'est-à-dire que les chants contre chants pour des jeunes acteurs, c'est compliqué parce que les placements, etc., d'être raccord, c'est pas quelque chose qu'elles ont en tête. Mais quand on a 2 caméras, on peut saisir un instant et au montage, on peut monter. Ouais. Alors justement, vous parlez de travailler avec 2 caméras. Mhm. Filmer une scène dans un film, dans une boîte de nuit, passe encore, mais là, il y en a 4 ou 5. Mhm. C'est un lieu resserré. Mhm. J'imagine, surtout que il s'y déroule un spectacle d'une certaine façon. Complètement. Mhm. Et donc, j'aimerais que vous nous expliquiez comment vous avez travaillé malgré la contrainte de l'espace. En fait, cette contrainte m'a amené à réfléchir. Eh oui. C'est-à-dire que C'est un défi, en c'est fait. un défi, voilà. Et bon, alors après, comme c'est un peu autobiographique, moi j'ai beaucoup aimé les boîtes de nuit et j'aime beaucoup la danse. Donc pour moi, c'était vraiment un challenge de transmettre cet amour de la danse et de cette énergie qu'on peut trouver dans une boîte de nuit. Et pour Stella, en fait, c'est un lieu de liberté, c'est un théâtre, en fait, où il y a les coulisses, où on se met en scène, etc. Donc c'est déjà un rapport à l'art. Et donc j'avais envie de transmettre tout ça. Donc il y a 4 ou 5 boîtes de nuit dans le film, évidemment qui font avancer l'histoire. C'est pas juste des boîtes de nuit pour montrer des boîtes de nuit. Et avec mon chef-op, on a pensé à chaque boîte de nuit à une couleur différente en fonction de ce qui se passe dans le film. Donc déjà, on a varié au niveau des couleurs. Ensuite, c'est pas filmé de la même manière. Ensuite, j'ai tourné justement avec 2 caméras, mais aussi avec un Steadicam. À l'épaule. Alors, une caméra à l'épaule et un stead. Donc, le stead, c'est un appareillage qui permet de faire des plans très fluides et très léchés et qui, normalement, on répète beaucoup pour avoir un vrai mouvement. Donc, j'ai essayé d'allier ça, des vrais mouvements de caméra, et la liberté que procure une caméra à l'épaule. Après, j'ai bénéficié d'un truc super. C'est que comme j'ai tourné pendant le 2e confinement, donc évidemment, j'ai testé le matin, etc., tous les figurants, mais c'était des gens qui aimaient beaucoup danser, etc., qui n'avaient pas dansé depuis 1 an. Ah oui. Donc c'était la fête. C'était la fête. Donc c'était la fête et il y avait une énergie de dingue. Et donc j'ai vraiment profité de ça. C'est-à-dire Pour qu'on dynamiser le film. Voilà, pour être vraiment dans une vraie boîte de nuit avec tout ce que ça procure comme joie, comme énergie, etc. Voilà. Alors justement, parlez-nous un peu il me semble que ces scènes de boîte ont un rôle structurant dans le film. Elles le font évoluer. Oui, complètement, puisque en fait, avec les boîtes de nuit, en fait, elle découvre un peu quels sont ses atouts à elle. Et donc, elle découvre que, comme elle a grandi dans un café, en fait, il y a des liens entre le café et la boîte de nuit. C'est-à-dire que c'est un théâtre. C'est-à-dire quand des patrons d'un café rentrent en scène derrière le bar, il y a des clients, il y a un auditoire. Donc, c'est des choses qu'elle connaît. Elle est aussi un peu avertie
sur les dangers de la boîte de nuit, parce qu'une jeune fille de 17 ans en boîte de nuit, c'est pas non plus super. Mais comme elle a grandi dans un café très populaire, elle n'est pas fascinée. Enfin, elle sait ce que c'est l'alcool, elle sait ce que c'est l'alcool triste. Elle a déjà vu des choses qu'elle n'aurait pas dû voir à son âge. Donc elle est avertie en fait. Et surtout, elle n'est pas fascinée ni par la drogue, ni par l'alcool, etc. Puisqu'elle sait. Enfin, vous voyez, souvent les jeunes filles, on leur interdit de sortir, et puis à la première sortie, c'est... Précision. Il me semble que quelqu'un essaie de lui filer de la drogue à un moment et elle la refuse. Oui, elle l'a refusé. Elle boit pas d'alcool. Elle le dit dès le départ. Donc voilà. Donc elle, ce qu'elle veut voir, c'est que le côté festif. Évidemment qu'à l'époque, dans cette boîte de nuit, il y avait de la drogue. Et plus tard, en fait, c'est une parenthèse enchantée, mais plus tard, il y aura le sida, l'héroïne, etc. Donc il n'y a pas que le côté... Voilà, moi, je montre le côté positif de la boîte, parce que pour elle, c'est une ouverture et c'est vraiment une passerelle pour l'art, en fait. Danser, c'est créatif. Voilà, elle se crée un personnage. Et aussi, c'est son éducation sentimentale. Oui. Et puis, c'est peut-être aussi, alors ça, c'est pas évident, peut-être aussi un monde où les gens sont davantage eux-mêmes, ils se libèrent. À la fois, ils se libèrent, ils peuvent s'inventer un personnage aussi, et c'est aussi un espace de liberté, exactement. Et aussi, à cette époque-là, je suis pas nostalgique, mais il y a eu une parenthèse à Paris qui s'appelait les Bains-Douches, où c'était une boîte où, en fait, tous les milieux sociaux se croisaient. Voilà, et aussi pour rentrer, en fait, il fallait avoir un look, mais un look pas créé par Gucci, Chanel, etc. Un look qu'on se faisait aux puces, donc il n'y avait pas un truc d'argent, en fait. Donc si on était bien habillé, on pouvait rentrer, mais il fallait pas avoir beaucoup d'argent pour rentrer. Et alors qu'aujourd'hui, après ça, les boîtes sont un peu structurées par clan, en fait. Maintenant, aujourd'hui. Type séparation des classes. Et séparation des classes. Et puis il y a les boîtes gays, les boîtes lesbiennes, les boîtes, rap, les boîtes rock, etc. Trans, tout ce qu'on veut. Exactement. Alors qu'à l'époque, tout était mélangé, en fait. Et c'est ça aussi qu'elle trouve aussi. C'est tout d'un coup un espèce de brassage culturel où il n'y a pas d'un côté. Ce qu'elle a connu, c'est-à-dire la riche, elle était la pauvre dans une école de riches, et là, tout d'un coup, c'est autre chose, quoi. Oui. Alors, il y a quelque chose qui doit être très compliqué pour un cinéaste d'aujourd'hui, c'est de mettre en valeur les différences de classe dans un monde où les gens s'habillent tous de la même façon. Au XIXe siècle, un pauvre ne s'habillait pas comme un bourgeois. Aujourd'hui, tout le monde porte des jeans. Alors évidemment, si on regarde de près, c'est pas les mêmes jeans, mais... Non, c'est pas les mêmes jeans. Mais quand même. Non, c'est-à-dire que moi, par exemple, je sais très bien je sais très bien situer socialement qui sont mais les gens. C'est un vrai travail. Si vous voulez le faire passer dans un film. Oui, c'est un vrai travail. Moi, je m'occupe... voilà. Par exemple, les costumes, la moitié des fringues, c'est mes fringues. Oui. Enfin, c'est mes vêtements, Ouais. parce que... Flavie est à peu près la même taille que moi, et les filles aussi. Donc il y a plein de fripes que j'ai gardées ou que j'ai encore, etc. Et sociologiquement, moi je sais assez bien. Et justement, en France, par exemple, dans le cinéma, c'est plus flou que par exemple dans les pays anglo-saxons. Oui. C'est très marqué en fait. Plus marqué qu'en Oui, France. plus marqué en qu'en Angleterre France. en particulier. En Angleterre, ça, je exactement. le sais d'expérience. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Alors, le personnage de Céla, effectivement, elle est très souvent silencieuse. Elle observe plus qu'elle ne s'exprime avec des mots. Oui, en fait, le fait qu'elle soit un peu transfuge de classe, on va dire, donc elle est un peu à côté, elle est toujours un peu à côté. C'est-à-dire au café, elle a toujours été une petite fille dans un monde d'adultes, donc c'est un poste d'observation. Au lycée, elle est la pauvre dans un monde de riches. Voilà. Donc ce qui fait que et puis dans son milieu, on lui a pas appris les mots. Enfin, on s'exprime pas avec des mots. Enfin, on s'exprime avec très peu de mots. Et donc, ce qui fait que, en fait, j'ai utilisé une voix off pour ramener comment elle pense elle, mais c'est vrai qu'elle l'exprime pas en fait. Et justement, la danse est importante pour elle parce qu'elle s'exprime par son corps en fait. Voilà. Tout à fait. Oui, oui, parce que la faire parler trop. Ça forcerait tout, parce que ça voudrait dire qu'elle a déjà trouvé. Exactement. Oui, exactement. C'est évident. Oui, et surtout, elle est vraiment un peu en décalage. Donc, quand on est en décalage, on se retrouve souvent en observation, quoi. D'accord. Alors, la boîte de nuit, une dernière question là-dessus, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Bon, effectivement, ça concerne beaucoup Céla, mais il me semble que là, dans la boîte de nuit, c'est le groupe jeune qui est en scène et qui est au centre de votre préoccupation. C'est les jeunes, là.
Oui, les danseurs, ceux qui regardent, ceux qui dansent, ceux qui ne dansent pas, tout ça. Voilà, c'est un monde, c'est un monde à part où évidemment, et c'est un monde où il y a des habitués, ils se retrouvent et puis surtout ils se mettent en scène en fait. Le fait de danser, tout le monde se met en scène, met en scène sa manière de s'habiller, se crée un personnage. C'était un endroit très créatif. Et j'avais envie de transmettre cette énergie-là, en fait. Voilà, c'est un problème d'énergie. Alors, parlez-nous, puisque pour en finir avec la boîte de nuit, parlez-nous un peu du choix que vous avez fait en ce qui concerne la musique, qui est très riche, effectivement, et ça s'imposait. Oui, voilà. Alors, la musique, comme vous savez, ça coûte très cher au cinéma. Il faut payer les droits. Alors, justement, est-ce que ça coûte plus cher de choisir des chansons qui sont déjà connues ou de se payer les services d'un compositeur? Alors là, je me suis payé les services d'un compositeur pour tout ce qui est la musique de film. Donc, il y a la voix intime de Stella, des personnages. Donc là, il y avait un compositeur. Et puis, pour recréer l'époque et la boîte de nuit, évidemment, j'ai pris des musiques existantes et ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus cher la musique existante qu'un compositeur. D'accord. C'est ce qui coûte le plus cher. Et en plus, c'est un peu une loterie. Parce que ça dépend des ayants droit, des maisons de disques. Enfin, c'est très compliqué et ça coûte très cher. Donc, il a fallu y penser en amont. Enfin, ça a été un gros travail d'obtenir les droits de musique que je voulais et de créer un équilibre entre celles qui coûtent très cher, celles qui coûtent pas cher. Enfin, voilà. Et aussi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait un panel assez large. C'est-à-dire que dans le film, il y a à la fois de la musique noire, de la musique blanche, de la variété, de la musique branchée. Enfin voilà, je voulais un panel assez large et pas de musique au second degré. Mais là, vous n'aviez pas le choix. Enfin, vous étiez obligé d'apprendre des chansons connues parce que en boîte de nuit, c'est comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais en plus, c'est quelque chose de très important pour les jeunes. Il me semble. Ah, bien évidemment. En fait, la musique, c'est un marqueur. Voilà, ça rallie à une tribu, à un clan. C'est très important, évidemment. Oui, tout à fait. Alors, au niveau des acteurs, on a Marina Foïs, qui est une actrice chevronnée et qui est d'ailleurs excellente dans son rôle de mère un peu dépassée par les événements. On a Benjamin Biolay, qui est un musicien, donc un homme de scène, et aussi un acteur. Alors, comment s'est passé le tournage avec d'un côté ces deux acteurs expérimentés et des filles qui, j'imagine, pour la plupart, ne sont pas professionnelles? Non. Alors, en fait, Benjamin, j'avais déjà tourné plusieurs fois avec lui. Voilà, c'est moi qui l'avais commencé au cinéma. On a fait un téléfilm ensemble il y a très longtemps qui s'appelait Sang froid. Donc avec Benjamin, on a une vraie connivence. C'était la 4e fois qu'on tournait ensemble. Et puis on a à la fois une connivence et aussi une connivence de milieu. C'est-à-dire que lui, ça l'amusait beaucoup de jouer le personnage du père, parce que je crois que dans sa famille, il y a des tontons un peu comme ça. Ouais. Voilà. Donc ça nous faisait rire. Marina s'est glissée dans l'univers. Parce qu'au-delà du fait que c'est une suite, etc., il y a aussi le fait que, comme moi, je travaille avec une équipe qui me suit, donc ma première assistante, seconde assistante, etc., donc il y avait et que Benjamin les connaît, en fait, elle aurait pu se sentir un peu à côté, et en fait, elle s'est glissée dans l'univers, et c'était super. Alors... Ouais. Et voilà. Et ensuite, les petites filles, les jeunes filles, c'était un mélange de comédiennes qui avaient déjà joué, soit dans des courts-métrages, soit dans des séries sur le net, et des filles qui n'avaient jamais joué. Alors, parlez-nous un peu, justement, au niveau de l'écriture. Donc, en amont, comment est-ce que vous avez conçu ce rapport mère-fille? Comment je l'ai conçu? Oui. Comme c'est un peu autobiographique, j'ai pas été chercher très loin. Vous avez vécu un peu ça? Un peu. Et non, ce qui m'intéressait, c'est qu'une fois que j'ai choisi Flavie pour le rôle principal, j'ai tout de suite pensé à Marina, parce que je trouve qu'elles ont un truc en commun qui est, au-delà du fait que Marina vient d'un milieu qui n'est pas du tout le milieu dans lequel la mère, voilà. Ouais. Et, elle a quelque chose de très combative. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui combat, en fait. Elle est travailleuse, elle s'affirme. Et surtout, même on le voit par ses choix au cinéma, elle est curieuse, elle a de l'audace, etc. Et elle a de l'humour. Et donc, je trouvais qu'avec Flavie, il y avait un truc qui fonctionnait très bien, et même dans la vie. Et donc, ça s'est pas démenti. C'est-à-dire que sur le tournage, elles se sont très bien entendues. Alors... il y a quelque chose qu'on aurait pu imaginer, mais vous avez fait un autre choix, qui est les clashs entre la mère et la fille. Or, il n'y en a pas. Non, parce qu'en fait, elles sont chacune un peu dans leur propre problème.
et qu'elles essayent de se démerder comme elles peuvent. C'est le Et cas de le que, dire. voilà, C'est le cas de le c'est dire, ça. ouais. Donc la mère essaye de faire que le père est parti en laissant des dettes, il n'y a plus de café, enfin c'est la bérésina, et la fille essaie tant bien que mal d'avoir son bac, de pas sombrer, de pas... Enfin voilà, donc elles sont toutes les deux, elles se retrouvent à la fin. Elle se retrouve à la fin, sans se perdre vraiment non plus tout au long du film. Mm, mm. Alors, si j'ai bien compris, le tournage s'est opéré pendant le Covid. Mhm. À mon avis, c'est quelque chose d'énorme. Comment est-ce que vous avez pu gérer ça? Alors c'est compliqué parce que en C'est fait le moins tous qu'on les puisse lieux, dire, hein. oui tous les lieux, surtout quand on pense tourner en boîte de nuit, Ouais. c'est un peu compliqué. C'est vraiment À le 20 milieu centimètres confiné, les uns des voilà, autres. en hurlant, enfin tout ça. Donc il y avait on se testait tous les matins, voilà. Et moi pendant toute la durée du tournage, j'ai mangé toute seule à la cantine. Ah oui. Oui, parce que en fait, enfin si moi j'avais le Covid, en fait le tournage s'arrêtait. Oui. Donc voilà, comme les lieux de rencontre, c'était vraiment principalement la cantine en fait. On enlève son masque, on mange. Donc je mangeais toute seule. J'étais punie. Mais c'était une formidable opportunité pour ces jeunes et même pour les professionnels de travailler à une époque où il ne devait pas se passer grand-chose sur les plateaux. Exactement. En fait, au-delà des contraintes, bon, il y a aussi la contrainte que normalement un film, ça se fait pendant le tournage, mais aussi en dehors du plateau. C'est-à-dire qu'on tourne la journée et puis le soir on va boire un pot et on parle, etc. Donc ça on pouvait pas. Et ce qui fait avancer le film aussi. Exactement, évidemment. Recadrer les choses. Voilà, et puis même des choses qui se créent, etc. Donc on était un peu dans un hôtel où on n'avait pas le droit, enfin on pouvait pas manger au restaurant, enfin bon, et plein de contraintes. Mais en même temps, on était tous vraiment très chanceux. On savait qu'on était chanceux de travailler en fait. De travailler et de faire des choses pendant que les gens étaient quand même confinés en couvre-feu à 18h. Voilà Ouais. quoi. Et d'ailleurs, les deux acteurs professionnels le disent dans un film fait par la télévision locale, parce que j'ai découvert, à ma stupéfaction, que certaines scènes ont été tournées à Périgueux. Or, ça ne se voit pas du tout. Non, en fait j'ai tourné les intérieurs à Périgueux. Et puis, en fait, ce Périgueux, c'est parce que voilà, j'ai eu l'aide de la région Aquitaine. Donc, une des contraintes, c'est de tourner en région. Et donc, voilà, donc j'ai décidé de faire les intérieurs à Périgueux. Et le bar aussi est dans la Et à région de Périgueux. Périgueux. Oui, ça a été compliqué à trouver en repérage. Ouais. Trouver un café qui ressemble un peu à un café parisien. Ça, c'est Ouais. très Très compliqué. réussi, parce que Et je l'ai alors là- trouvé, ouais. Alors là, je veux dire, j'aurais pas, Ah, ouais, j'aurais moi, pas risqué de ouais. deviner. Hein. Et en plus, je suis quand même assez spécialiste des cafés. Ah, mais Vu que si j'ai vous- grandi dans un café. Donc, vous connaissez un peu. Bah oui, donc je tenais à Mais ce vous que ça connaissez soit... les cafés parisiens. Exactement. D'accord. Donc j'ai trouvé la Perle Rare, un café un peu plus loin que Bergerac. Enfin bon, bref. J'ai cherché, hein. C'était compliqué. C'était le lieu le plus compliqué à trouver, mais on l'a trouvé. Vous l'avez trouvé. Il Mm. n'y a pas de scène de rue Si. Il y en a Quelques une. scènes de 2 ou 3. 2 ou 3. Ouais, ouais. Ah, là aussi, Mais en même temps, c'était pas mal parce que comme c'est censé se passer dans les années 84, en fait, il y avait justement des rues aux alentours de Périgueux qui étaient restées voilà, côté un désuet, petit côté désuet. qui Exactement. tombait bien. Pour les vitrines de magasins ou des choses comme ça qui tombaient très bien. Ouais. Ah, oui, d'accord, Mm. d'accord. Alors, Et puis aussi, par exemple, j'ai tourné au Halles. au Hall de Paris, donc. Voilà, enfin dans les Halles à Paris, Mhm. où normalement c'est un quartier qui est bondé jour et nuit. Et comme c'était le confinement, il n'y avait personne. Donc il y avait des avantages. Alors, une question que vous avez d'une certaine façon répondu, mais elle me tient à cœur, donc je vous la pose quand même. Ce film n'est pas seulement un film sur une adolescente qui se cherche, c'est aussi, et peut-être surtout, un regard sur la jeunesse d'aujourd'hui, même si ça se passe en 1980, on se rend bien compte que ce qui vous intéresse, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Oui, bah, c'est le moment important où il y a tout l'avenir devant soi, on ne sait pas ce qu'on veut faire, on ne sait pas ce qu'on va devenir, voilà, que tout le monde a traversé. Et voilà, si on est plus ou moins dans un long fleuve tranquille, ça passe plus ou moins bien, mais quand c'est un peu chaotique, c'est d'autant plus une angoisse qui, moi, m'est restée. Et cette angoisse, en fait, je la sens là beaucoup chez les adolescents, surtout après le confinement. C'est-à-dire qu'autour de moi, il y a plein d'ados en déprime. J'ai une copine qui a fait une enquête, enfin qui a commandé un sondage. Oui. Et il y a vraiment beaucoup de troubles psychiatriques chez les ados, etc., dû au Covid, en fait. Il y a eu une sorte de décrochage. Ça n'a pas arrangé les choses, en tout Non, cas. voilà, ça a accéléré le décrochage, l'angoisse climatique, enfin voilà. Et donc, je me dis
qu'ils sont dans une situation où il faut qu'ils trouvent leur place. C'est pas facile, mais il faut y aller, quoi. Alors, moi, là où je voulais en venir, c'est qu'il me semble que vous donnez une image de la jeunesse en tant que groupe, hein, parce que c'est important quand même, ce groupe jeune. C'est pas que une fille qui a des problèmes, c'est un groupe de jeunes. Ce qui m'a beaucoup frappé et beaucoup plu, c'est que la solidarité entre eux, alors qu'en fait, elle n'est pas du tout du même milieu social, est plus forte que les différences de classe. Oui, c'est la force de l'amitié. Ouais. Exactement. Alors ça rend un peu nostalgique parce que, hélas, je crains que ce ne soit plus la même chose quand on vieillit. Oui, c'est la beauté de la jeunesse. C'est la beauté de la jeunesse. Oui. Parce que Stella est entourée d'amis qui ne sont pas du même milieu qu'elle, mais qui la protègent même. Oui, qui la protègent, et à la fois... il y a quand même il y a quand même un gouffre entre ses préoccupations et elle. Oui. Donc c'est un équilibre qui se crée, c'est qu'à la fois elle l'aide, sûrement, mais en même temps on sent bien qu'il y a cette distance, en fait. Ses copines, voilà, elles sont pas assez mûres, pas assez grandes pour comprendre quels sont ses problèmes. Stella n'en parle pas. Enfin voilà, la faille entre elles est quand même marquée, mais au-delà de ça, elle l'aide. Oui, mais il y a aussi le fait qu'elles sont carrément dans la réussite scolaire. Oui, c'est ça. Elles sont d'un bon milieu parisien. Elles vont faire Cannes, Hippocane, Normal Sup, voilà. Ah oui, tout à fait. Mais elles n'ont pas un regard de mépris du tout. Absolument pas, non. Voilà, d'accord. Alors, oui, je voulais vous demander, c'est aussi, finalement, ce film, le portrait d'une fille qui se cherche, le portrait d'un groupe de jeunes, aujourd'hui en France, confrontés aux problèmes qu'on connaît. Et c'est aussi un film sur la solitude, quand même. Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe... cet âge précis où le rail de l'école, etc., où tout d'un coup on doit prendre ses décisions, en fait ça met tout le monde face à soi-même. C'est vraiment une époque, je crois, de solitude. C'est-à-dire que je pense que tous les ados écoutent un peu ce que veulent leurs parents, un peu ce que font leurs copains, enfin le groupe, etc., parce que le groupe est très important à cette époque-là. Mais en même temps... c'est des choix, c'est la première fois qu'on fait des choix où on sent que c'est crucial et qui vont impacter sur l'avenir, en fait. Avant, je pense que plus ou moins, on suit une sorte de chemin tracé, avec plus ou moins de difficultés, redoublement par redoublement. On est orienté par orienté, mais l'école est encore là. Et quand il n'y a plus l'école, et que tout d'un coup, c'est le monde, alors rentrer dans le monde, c'est quand même une source d'angoisse. Et en fait, on est un peu seul face à ça parce que c'est sa vie à soi, en fait. On aimerait bien savoir ce qui va devenir de Stella quand elle va à la fac. Ouais. Voilà. Alors, pour finir, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos projets? Maintenant, le film est fait. J'imagine que vous avez la tête ailleurs, en quelque sorte. Oui. En fait, juste avant ce film-là, j'ai fait un film qui s'appelle Madame Claude, qui est sorti sur Netflix, sur une plateforme. Je l'ai vu. Voilà. Et voilà. Donc, sinon, c'est pour dire que la période en ce moment est un peu, compliquée. Pas compliquée, mais voilà, c'est en plein changement. Donc, on me propose. Trouver des financements? Non. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a à la fois que, évidemment, avec le Covid, etc. Voilà, le cinéma s'interroge sur il y a moins d'entrées, les gens qui n'y allaient n'y vont plus comme avant, etc. Donc, on sent un bouleversement. Et puis, il y a l'arrivée des plateformes qui changent aussi un peu la donne. Donc, on est dans une période de bouleversement. Voilà. Ouais. Donc, moi, on m'a proposé des séries. Donc, je suis en train, mais ça prend du temps. Et puis, sinon, j'écris un autre film. Voilà. Si on vous propose des séries, c'est en tant que metteur en scène ou en tant que scénariste en même temps? Les deux. Oui, vous tenez à avoir... Oui, c'est-à-dire que j'ai âprement lutté pour avoir quand même un statut d'auteur. Voilà, bien sûr. Oui, ça paraît évident. Voilà, donc même si on m'engage sur des plateformes, c'est quand même avec un statut d'auteur. Est-ce que vous diriez que la jeunesse, l'enfance, la jeunesse sont pour vous, vous avez fait ces deux films, un sujet de prédilection ou pas particulièrement? En fait, ce qui me... Motive? Non, c'est ça que si je pense à moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les livres que j'ai lus ado et c'est les films que j'ai vus ado. En fait, comme une réponse à qu'est-ce qu'on peut faire dans la vie, comment on peut s'en sortir dans la vie. C'est-à-dire que moi, j'ai eu vraiment des réponses dans les livres ou dans les films. Et donc, je pense que inconsciemment, je dois avoir envie de mettre en scène ces réponses? Non, de pouvoir donner quelque part des réponses à mon petit niveau, à d'autres Vos réponses ados, à vous? voilà, ou des pistes à des ados, en fait. Voilà.
Enfin, je sais que les films qu'on a vus ados nous marquent à vie. Donnez-nous quelques exemples de Non, films mais qui chacun, comptent je pense pour que tout le monde. vous. Moi, c'est plus les livres. Les livres Bizarrement, oui. Oui. Oui, moi, c'est vraiment Balzac. Ça m'a vraiment marqué. Oui. Donc, c'était déjà le feuilleton. Oui. C'était des séries, en fait. Oui. Il y a eu Balzac, il y a eu Duras, il y a eu Céline. Enfin, moi, c'est vraiment les auteurs. Et après, il y a des films. Il y a Scorsese qui m'a beaucoup marqué. Voilà. C'est pas un mauvais exemple. Non. Bien, écoutez, moi je suis ravi que vous ayez fait l'honneur de venir à ce micro. J'encourage vivement ceux qui nous écoutent à aller voir ce film qui est plein de vie, en même temps, on voit bien passer l'inquiétude de cette jeunesse et de cette Stella, cette jeune fille qui effectivement essaie de trouver sa voie. La trouve-t-elle ? Oui. Oui. Voilà, Elle va finir par la trouver. On finira donc sur une note positive. Merci beaucoup. Merci.